Le ministère de la Sécurité tient depuis ce matin son premier conseil d'administration de l'année 2025. C'est le ministre de la Sécurité, Mahamoudou Sana, qui a présidé la cérémonie d'ouverture ce matin, à suivre dans ce journal. Le réseau national de lutte anti-corruption RENLAC a fait le point. Les dossiers sur lesquels le réseau est intervenu en 2024, 131 dossiers ont été suivis par le RENLAC au cours de l'année 2024. La conférence de presse à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Comme annoncé en titre, le ministère de la Sécurité tient ce jour sa première session du conseil d'administration du secteur ministériel de l'année 2025. Le thème retenu est dynamique de la reconquête du territoire national. Quelles réformes en matière de sécurité intérieure? C'est le ministre de la Sécurité qui a présidé la cérémonie d'ouverture ce matin. Elle réunit les acteurs du secteur pour évaluer justement les performances de l'année 2024 et définir les orientations pour 2025. C'est un reportage signé Cynthia Zongrana. Je déclare ouverte la première session du conseil d'administration du secteur ministériel de l'année 2025 du ministère de la Sécurité. Dynamique de la reconquête du territoire national, quelles réformes en matière de sécurité intérieure? Tel est le thème de cette première session de l'année 2025 du conseil d'administration du secteur ministériel CASEM de la sécurité. Elle fait le bilan de 2024 et dégage les perspectives. Le CASEM, c'est un cadre de rétrospection mais également de projection. C'est un cadre qui nous permettra de faire un bilan exhaustif des différentes réalisations du ministère de la Sécurité, mais également de faire des propositions et des recommandations pour que 2025 soit également une année où le ministère de la Sécurité va pouvoir déployer tous les moyens pour pouvoir atteindre les meilleurs objectifs. Alors, instruction a été donnée de faire un bilan sans complaisance, de diagnostiquer profondément la situation, mais également de faire des propositions en adéquation avec le contexte sécuritaire. Le taux d'exécution physique des activités au ministère en charge de la sécurité en 2024 est satisfaisant, mais interpelle tous les acteurs, selon le ministre Mahamadou Sana. Pour 2024, le bilan est fort appréciable, mais également interpellateur, en ce sens que le défi sécuritaire reste énorme et c'est à nous de tout mettre en œuvre, de pouvoir mettre en synergie nos intelligences pour pouvoir réellement réaliser des bons taux en 2025. Les perspectives ici, c'est réellement de réfléchir et de pouvoir proposer des réformes profondes. J'ai toujours l'habitude de dire que si on a pu atteindre ce niveau de détérioration du contexte sécuritaire, c'est quelque part aussi parce qu'au niveau de la sécurité intérieure, tout n'a pas fonctionné. Donc cela nécessite qu'on s'asseye ensemble, qu'on analyse de façon profonde et qu'on propose des réformes. Quel type de sécurité intérieure pour le Burkina Faso désormais pour pouvoir lutter efficacement contre le terrorisme? Le ministre en charge de la sécurité, Mahamadou Sana, attend les recommandations du CASEM pour renforcer les actions de son équipe au cours de cette année 2025. À l'évaluation des activités du ministère de l'Action humanitaire, la ministre commandant Passowinde Pélagie Cabré a validé un taux de réalisation de 91,23% lors de son intervention au sortir de cet exercice de redevabilité. Commandant Passowinde Pélagie Cabré a évoqué la suspension des actions de l'USAID et a rassuré les populations. Pour ce qui est de l'année 2024, il faut dire que le contrat d'objectif du ministère de l'Action humanitaire et de la Solidarité nationale a connu un taux d'exécution d'environ 91,23%. Sur 37 produits que nous devions livrer, nous avons 29 produits qui ont été entièrement livrés et 6 produits dont le taux d'exécution est compris entre 49 et 97%. Et malheureusement, nous avons 2 produits qui n'ont pas connu un début d'exécution. Concrètement, il faut dire qu'il s'agit d'actions en faveur de l'autonomisation des cibles du ministère, constituées essentiellement des personnes pauvres et vulnérables, des PDI, des femmes,
des personnes handicapées et des personnes âgées. Donc pour 2024, il faut dire que nous avons à peu près 1 900 000 personnes qui ont bénéficié d'assistance alimentaire. Il s'agit de PDI, de personnes vulnérables et de personnes victimes de catastrophes. Et nous avons autour de 80 000 femmes qui ont bénéficié d'AGR et de crédits pour financer leur AGR, dont des femmes PDI. Nous avons environ 9 000 enfants non accompagnés ou séparés, ou des enfants ou des jeunes qui ont été rencontrés lors des opérations de circulation du territoire qui ont bénéficié d'une prise en charge psychosociale. Nous avons plus de 3 000 filles qui sont victimes ou à risque de mariage d'enfants qui ont bénéficié de bourses scolaires et plus de 1000 personnes handicapées qui ont bénéficié de soutien matériel et de mobilité. Déjà, nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour que tout ce que nous faisions sur le terrain, nous continuions à le faire et pour que la décision du président Trump n'impacte pas. Parce que nous savons très bien que l'USAID a une part très importante, en tout cas dans ce que nous faisons. Mais quand même, nous aussi, nous avons un certain nombre de dispositifs que nous avons mis en place. Donc vraiment, ça n'a pas empêché le ministère de continuer à agir au profit des personnes déplacées internes. Et nous rassurons en tout cas les Burkinabés. Évaluation des activités du ministère de la fonction publique. Le ministre de la fonction publique, Mathias Traoré, s'en est sorti avec 91,24% d'activités réalisées. Un extrait de son intervention à l'issue de son évaluation hier jeudi. Nous pouvons retenir que pour les actions qui sont inscrites, les produits qui étaient attendus, nous retenons une action qui est critique, celle qui est donc la prestation des services de l'assurance maladie universelle, une seule action sur 26. Et donc nous avons une action qui est moyenne, qui est donc l'organisation, la digitalisation des concours professionnels. Nous avons ensuite 4 actions qui sont donc satisfaisantes et nous avons 20 actions qui sont excellentes. Au total, c'est 91,24% d'atteinte des objectifs qui ont été réalisés par le ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale contre 81,85% de l'année 2023. C'est donc un motif de satisfaction et ce motif de satisfaction nous interpelle. Ça nous appelle à faire mieux que l'année 2024. Donc nous sommes interpellés à faire un taux supérieur au taux de 91 de 2024. Je vous remercie. Alors, dans nos projections, nous sommes en train de faire actuellement l'enrôlement et nous comptons engager les prestations au cours de l'année 2025. Une centaine de dossiers ont été suivis par le RENLAC en 2024. En tout cas, c'est ce qui ressort du bilan des actions judiciaires de l'année 2024 de l'organisation anti-corruption. Un bilan sur les procès tenus et les dossiers suivis a été dressé face à la presse ce matin. Retour sur cette conférence de presse avec Germaine Farama. Plus de 130 dossiers ont été suivis, dont 20 jugés en première instance en 2024 selon le RENLAC. Des dossiers de crimes économiques, dont le plus emblématique est certainement le dossier dit de Affaire Thieyan. Le caractère pédagogique de ce procès conforte le RENLAC dans la mission et dans son combat. Tout en se réjouissant de l'issue de ce procès, qui a permis un temps soit peu de faire la lumière sur ce dossier et de condamner les coupables, le RENLAC espère que la suite de l'instruction annoncée par le procureur du Faso près du TGI Ouaga 1 le 10 janvier dernier permettra de toucher à toutes les ramifications de l'affaire. C'est d'autant plus que de nombreuses autres personnes ont été citées par le principal mis en cause, parmi lesquels des anciens ministres. Pourtant, toutes ces personnes citées n'ont pas comparu à la barre pour être entendues.
L'affaire d'Abilgou, l'ancien ministre des Transports, est aussi l'un des dossiers emblématiques de 2024 dans lequel le RENLAC s'est constitué partie civile. À cela s'ajoute le procès de l'ancien maire de la ville de Bobo-Dioulasso et ses conseillers accusés de subtilisation de près de 480 parcelles. Face à ces cas de malgouvernance, le RENLAC propose une alternative. Le RENLAC pense qu'une application des dispositions de la loi sur le délit d'apparence pourrait permettre de lutter efficacement contre la corruption dans ce secteur et d'assainir la gestion foncière au Burkina Faso. Pour ce faire, l'informatisation et la centralisation du fichier cadastral est une dimension importante que les gouvernants devraient s'atteler à matérialiser. Pour le RENLAC, ces différents procès révèlent la mauvaise gestion des biens publics, l'enrichissement illicite des gouvernants et le dysfonctionnement de l'administration burkinabé. Dans son élan de lutte contre les crimes économiques, le RENLAC réitère au gouvernement sa demande d'adoption d'une loi qui protège les lanceurs d'alerte, maillon essentiel dans la chaîne de dénonciation. Plusieurs terrains attribués depuis 1999 dans la commune de Koubri, région du centre, ne sont pas mis en valeur. Le président de la délégation spéciale a donc interpellé les attributaires, les sommant à régulariser leur situation dans les meilleurs délais. Notre reporter Samuel Moko est allé à sa rencontre. Affaire retrait de parcelles non mises en valeur ou insuffisamment mises en valeur. Plus de 1000 parcelles sont concernées dans la commune de Koubri, près de Ouagadougou. Il s'agit essentiellement des parcelles issues des lotissements de 1999. La réglementation prévoit 5 années pour la mise en valeur des parcelles à usage d'habitation. Alors, malheureusement, nous avons observé que plus de 1000 parcelles acquises ou qui ont été attribuées depuis 1999 n'ont pas été mises en valeur dans la commune de Koubri. Si les propriétaires de ces parcelles ne régularisent pas leur situation dans les meilleurs délais, ils se verront appliquer la rigueur de la loi, selon le président de la délégation spéciale de Koubri. Ceux qui n'ont pas encore mis en valeur leur terrain, c'est de les inviter à le faire dans les meilleurs délais. Au demeurant, ces personnes feront leurs parcelles, comme je l'ai rappelé tantôt, être rétrocédées à la commune. Alors, parce que incessamment, nous allons publier la liste des parcelles concernées. Voilà. Nous allons essayer de dresser la situation des parcelles éventuellement non attribuées, des parcelles non mises en valeur et des terrains partiellement mis en valeur. Et ce n'est même pas les inviter à se conformer, mais à régulariser leur situation dans les meilleurs délais. Et à l'issue, je pense que la procédure va suivre son cours. Étant donné qu'on a déjà donné le premier délai, et après l'affiche de la liste, ça sera à titre de rappel. Voilà, et juste le temps pour les personnes concernées de pouvoir consulter les différentes listes et de prendre les mesures qui s'imposent. Et comme je l'ai dit au demeurant, toute la rigueur de la loi va s'appliquer à ces personnes. Selon toujours le président de la délégation spéciale de Koubri, les parcelles concernées sont celles attribuées à Koubri Centre, Koubri Nord et Koubri Sud depuis 1999. Bientôt, la terre au Burkina Faso pourrait appartenir à l'État. Le projet de loi a été adopté et attend le cachet de l'Assemblée législative de transition. Comment certaines personnes averties des questions du foncier analysent-elles cette décision? Notre reporter Siblina Kelsey a rencontré le chef des Actuli.
L'adoption du projet de loi sur la réorganisation agraire et foncière faisant de l'État le propriétaire de la terre lors du Conseil des ministres du 5 février dernier alimente toujours les débats. Ce droit de propriété avait déjà été expérimenté au Burkina Faso. Sous l'ère Blaise Compaoré, cette loi avait fait des heureux et des malheureux selon Naba Kango de Zaktouli. Pour lui, attribuer la paternité de la terre à l'État, c'est attribuer à quelques agents des collectivités territoriales. Je crois que c'est une vieille loi qui a fait ses preuves sous Blaise Compaoré, mais qui n'a pas fait des heureux. Qui n'a pas fait des heureux parce que c'était difficile donc de concilier cette position avec la chefferie coutumière parce que la gestion de la terre, c'est très délicat. Et dire aujourd'hui que la terre appartient à l'État signifie que la terre appartient à quelques agents de la fonction publique ou bien de quelques agents des collectivités territoriales. Pourtant, selon Naba Kango de Zaktouli, la terre a des secrets que seuls les chefs coutumiers maîtrisent. Par exemple, par le passé, il y a eu des problèmes sur la délimitation du palais royal de Zaktouli. Vous allez voir qu'il y a des bois sacrés, il y a des collines sacrées, il y a des montagnes sacrées et voilà, il y a des zones hantées que la chefferie coutumière donc, doit naturellement donc, gérer. On a, de par le passé, eu des dégâts. Par exemple, au palais de Zaktouli, nous on a eu des problèmes parce que, voilà, au moment de faire le lotissement, on avait juste enlevé le palais 30 mètres sur 40 mètres, soit 1200 mètres carrés. Et ce qui était donc très dangereux et très petit parce que voilà, la composante coutumière donc, demande de l'espace. Il y a des tombes, il y a des sacrifices qu'il faut faire, il y a des fétiches. Donc, on a besoin d'espace. Pour Naba Kango de Zaktouli, l'attribution du droit de propriété de la terre à l'État avait auparavant causé du tort à la chefferie coutumière. Ceux qui sont lésés, c'est la chefferie coutumière. Parce que si toutefois on arrive dans un village et qu'on peut faire des papiers d'un terrain et que le chef n'est même pas associé, il n'est même pas au courant, c'est très difficile. Pour que cette loi soit une réalité sans trop d'inconvénients, il faut associer la chefferie coutumière dans la gestion des terres au Burkina Faso. Je crois qu'il faut avoir donc un certain nombre donc, de garde-fous pour ne pas qu'on retombe dans les travers. Toujours associer donc la chefferie coutumière ou les chefs de terre dans la gestion donc, des terres. C'est eux, donc leur héritage de leurs ancêtres. Et naturellement, s'il y a une gestion, il faut les associer pour que ce soit sain. Avec Naba Kango et quelques-uns de ses notables, nous avons visité les lieux sacrés autour de son palais qui avaient été morcelés sous le régime Compaoré. C'est grâce à la manifestation de colère des sages de Zaktouli qu'une superficie de 3 hectares a été rétrocédée au chef de Zaktouli. Il faut beaucoup d'histoire pour produire un peu de littérature. Comprenez donc que la littérature est également au menu de l'actualité de ce 14 février 2025. Intention dévoilée est le tout premier roman de Farida Guigma, une œuvre qui parle de l'amitié et de l'amour. Le roman a été présenté hier à la presse. Allons à la découverte de ce roman avec Madinatou Ouitrago. Le roman Intention dévoilée de Farida Guigma, dévoilé à l'occasion de la Saint-Valentin, explore les thèmes de l'amour et des sacrifices consentis dans la vie à deux. À travers 133 pages réparties en 10 chapitres, l'auteur aborde les transformations que nous vivons au quotidien et parle de liens d'amitié. Nous sommes au 14 février, jour de l'amour célébré partout dans le monde. Et voilà, c'est la raison pour laquelle aussi on a profité de cela, cette occasion pour venir aussi voilà, faire une séance de dédicace pour le livre Intention dévoilée parce que ça parle aussi de l'amour et voilà, ça englobe tout dans cette occasion. L'amour inattendu quand il arrive et qu'il bascule tout dans la vie de quelqu'un. Dans le livre, il met en point ça. Elle parle également des liens forts de l'amitié. Il y a 3 amis que le livre parle de leur histoire. Les sacrifices aussi qu'une personne peut faire par amour parce que la protagoniste, on verra le sacrifice qu'elle va faire pour cet amour. Le roman Intention dévoilée est disponible à la librairie Mercury ainsi que dans plusieurs autres librairies et bénéficie d'une promotion spéciale en ce jour de la Saint-Valentin.
L'actualité de ce soir est également marquée par le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, qui se tiendra du 22 février au 1er mars 2025. Pour cette 29e édition, plus de 30 films burkinabés sont en lice dans plusieurs catégories. Et quelles sont les attentes des jeunes cinéastes burkinabés? Notre reporter Madina Ouedraogo est allé à la rencontre de quelques cinéastes. Sur 1351 films visionnés, 235 ont été officiellement sélectionnés pour cette édition de la Biennale du cinéma africain avec la participation de 48 pays. Le Burkina Faso présente 81 films dans les catégories long-métrage fiction, documentaire, court-métrage, série télé et film d'école. Le film La conseillère du réalisateur burkinabé Corentin Nana figure en bonne place. Il espère voir son œuvre primée lors de cette 29e édition du FESPACO. C'est un film en compétition au FESPACO. Ce film en question, c'est un film qui parle de tradition comme thème principal. Et j'ai aussi abordé les foyers, l'amitié et la solidarité comme thème secondaire. Alors, mes attentes pour cette 29e édition, c'est surtout que mon message soit compris. Dans un film, c'est un message qu'on donne. Déjà que ça a été sélectionné, je rends grâce à Dieu. Le fait que c'est en compétition, j'espère être primé. Et si je suis primé, je pense que ça va me motiver pour la suite de ma carrière. Ben Ali Ouedraogo, comédien et réalisateur, fils spirituel du regretté Idrissa Ouedraogo, souhaite que les talons d'or de Yininga restent au pays des hommes intègres, pendant que Billy le Berger, acteur et comédien, ambitionne nouer des contacts et collaborer avec les acteurs de la diaspora. En tant que Burkinabé et puis aussi en tant qu'acteur du 7e art, les attentes de cette édition, la 29e bien sûr, c'est déjà de remporter le prestigieux prix. Quand on dit le prestigieux prix, c'est bien entendu les talons d'or de Yenega. Il faut dire que c'est un souhait d'abord de tout Burkinabé en tant que patriote. 28 ans que les talons courent. Il faut dire que si cette année, cette 29e édition, les talons au soir donc du 1er mars, on proclame et on dit que les talons restent au Burkina. Ça serait d'abord une satisfaction du peuple burkinabé, une satisfaction de toutes les... en tout cas les prestataires du monde du cinéma, mais moi en particulier mes attentes c'est que vivement cette édition les talons restent, surtout quand on sait qu'il y a des poids lourds de notre monde du cinéma qui sont en compétition, notamment Danou Kouyaté avec un très grand film que beaucoup en parlent. Étant un Burkinabé, étant un acteur du cinéma, et mes attentes pour le FESPACO de cette année vraiment c'est toujours trouver de nouvelles collaborations, collaborer surtout avec des nouveaux acteurs, des nouveaux producteurs, des nouveaux réalisateurs qui seront pour le FESPACO. Ouais. Pour la réalisation de certains films, les jeunes cinéastes font appel à leurs aînés dont les conseils sont précieux. Ces aînés savent souvent aussi ouvrir les voies de financement. Alors, le soutien de mes aînés, je peux dire que je l'ai. Parce que comme le dit un adage, quand on est seul, on peut aller vite, mais quand on est ensemble, on peut aller loin. Alors on ne peut pas faire un film tout seul. Déjà le scénario, il faut des gens qui vont essayer de lire pour voir si l'histoire est cohérente. Et aussi au niveau de la finition, il faut aussi des gens expérimentés dans le domaine pour observer, voir si le produit est au top. Que c'est quand même une collaboration professionnelle qui souvent a les hauts et les bas, il faut le dire, il ne faut pas se voiler la face. Moi en tout cas, pour ma part, c'est vrai que j'évite souvent de parler personnellement de moi. Il faut globaliser pour en tout cas trouver des solutions adéquates. Je dirais que c'est des collaborations pas du tout faciles. Aujourd'hui, il est quand même difficile de trouver un jeune cinéaste de notre génération, collaborer avec un doyen. Déjà, même ne serait-ce que pouvoir bosser sur un projet de film. Moi, je dirais que peut-être j'ai eu la chance, vraiment la chance d'être adopté par les aînés. Chez les jeunes acteurs,
C'est avant tout la passion qui les pousse à faire du cinéma, malgré les nombreuses difficultés rencontrées. C'est le cas de Billy Le Berger et Abdoul Bassit Sinari. Bon, dirons que le métier nourrit son homme, c'est trop dit. Mais le métier permet à l'homme de s'exprimer, de montrer son talent. Au Burkina, c'est vrai que c'est Ouagadougou, la capitale du cinéma africaine, mais je vois que les contrats manquent souvent de contrats consistants. Voilà. Parlons de cachet, parlons de cachet des acteurs sur des plateaux. C'est peu, c'est trop peu. Voilà. Si tu as la chance, tu peux être dans un film et ressortir. Au moins, tu vas pouvoir te payer quelque chose. Mais bon, la majeure partie des plateaux, je vois que le contrat n'est pas consistant. Le cinéma burkinabé, bon, je peux dire que ça ne nourrit pas son homme en tout cas. Voilà. J'ai eu à faire un long métrage jusqu'à... c'est nous-mêmes, on mettait nos carburants pour faire les tournages. Au final, le film a été projeté au ciné burkinabé. Jusqu'à présent, toujours rien. Donc, côté nourrir son homme, là, je peux dire que non. Ben Ali Ouedraogo invite la population burkinabé à sortir massivement pour soutenir les acteurs du 7e art à cette 29e édition du FESPACO. C'est de soutenir, c'est de sortir beaucoup massivement, aller voir les films, tous les films d'ailleurs en compétition, tous les films donc, qui seraient projetés au cours de cette édition, mais aussi de montrer aux yeux du monde que le peuple burkinabé est résilient à travers donc, la fête du cinéma. Quand il y a de l'enthousiasme, quand il y a en tout cas le peuple derrière, qui est en bloc derrière ce festival, ailleurs ils comprendront que vraiment c'est un peuple très résilient. Donc sortez voir les films burkinabés, soutenons beaucoup, comme on soutient souvent les étalons, comme on soutient les forces de défense et de sécurité, soutenons les créateurs de cinéma, notamment les cinéastes, les réalisateurs, les producteurs, mais aussi les comédiens. Parce que sans soutien, il n'y a pas de production. On fait les films pour le public, on fait le film pour la population. Eh bien, allez-y voir les films. Le FESPACO se tiendra du 22 février au 1er mars prochain sous le thème Cinéma d'Afrique et identité culturelle. Actualité sportive à présent et nous parlons de la Fédération burkinabé de football qui a initié une formation sur les procédures administratives et financières et le traitement des licences au profit des secrétaires généraux des clubs, ligues et districts. L'objectif étant d'aider ces structures à mieux traiter les dossiers administratifs et financiers. La formation a eu lieu au siège de la Fédération burkinabé de football à Ouagadougou. Écoutons le vice-président de la commission financière de la FBF, Évariste Diasso, au micro de notre journaliste sportif à Maison, Ruben Wilson Kodio. Ça va jouer beaucoup sur le développement du football. Alors donc c'est une série de formations qui est en train de se dérouler, dont nous avons la première session aujourd'hui. On a commencé à Bobo, à la zone de Bobo. Et aujourd'hui, on est à Ouaga pour la zone de Ouagadougou. Alors, comme vous avez vu le thème, c'est les procédures administratives et financières et le traitement des licences, les transferts et autres. Nous avons vu que le secrétaire général, qui est l'acteur principal des organisations au niveau du football, il manque beaucoup de formation. Et quand on n'a pas un secrétaire général qui est bien formé, ça joue sur tous les clubs, ça joue sur les ligues. Donc nous avons voulu d'abord former les secrétaires généraux pour tout ce qui est comme activité au niveau des différentes ligues, des différents clubs. Et nous avons aussi vu qu'il y avait des difficultés pour la distribution des pièces justificatives au niveau des clubs ou des ligues. Lorsque la fédération met des ressources à leur disposition, il y a des difficultés pour justifier. Donc dans les 2 jours aussi, nous allons convenir ensemble comment il faut justifier, quelles sont les pièces qui sont nécessaires. Parce qu'aujourd'hui, il faut rendre compte, quand on reçoit des ressources, il faut rendre compte à la fin. Et enfin, nous allons aussi échanger avec les secrétaires généraux sur les différents, comme il faut faire les transferts, les licences, traitement des licences.
En ce jour rempli de poésie, d'amour et de tendresse, je souhaite que cette Saint-Valentin soit l'occasion de célébrer les cœurs qui battent à l'unisson, peu importe où vous êtes et avec qui vous le partagez, que cette fête vous rappelle la beauté des liens qui nous unissent et la magie des sentiments sincères. Bonne fête de Saint-Valentin. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de la télévision des Nouvelles Idées.